Et si vous ne pouviez pas oublier, le jour où votre mémoire deviendra éternelle et pourquoi cela pourrait être un cauchemar? Hey, salut! Prêt pour un voyage qui va changer à jamais la façon dont vous voyez votre propre esprit et votre téléphone? Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui ressemble à de la science-fiction, mais qui est déjà en train de se produire. Un avenir où oublier sera impossible. Et ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas un cours ennuyeux. Imaginez que nous allons descendre ensemble à travers 5 niveaux de connaissances. Nous commencerons à la surface, avec ce que tout le monde croit savoir, et nous descendrons jusqu'aux profondeurs les plus étranges et les plus hallucinantes du sujet. Je vous promets qu'une fois que nous aurons terminé, votre idée de la mémoire, des secrets et de vous-même aura été complètement transformée. Osez-vous descendre avec moi? Niveau 1, la surface que tout le monde connaît. Bon, commençons par l'évidence. Nous avons tous un cimetière numérique. Pensez à cette photo d'il y a 10 ans que Facebook vous rappelle, avec cette terrible coupe de cheveux, ou ce premier tweet que vous avez écrit. Tout est là, sauvegardé pour toujours dans ce que nous appelons le cloud. Le cloud n'est rien d'autre qu'une jolie façon de dire les ordinateurs géants d'entreprises comme Google, Amazon ou Apple. C'est notre album photo et journal intime infini. Et cela change notre comportement. Vous souvenez-vous quand vous connaissiez par cœur les numéros de téléphone de vos meilleurs amis? Moi non plus. Nous avons externalisé notre mémoire, c'est-à-dire que nous avons délégué le travail de mémorisation à nos appareils. Notre cerveau ne s'efforce plus de stocker certaines données car il sait que le téléphone le fera pour lui. C'est comme avoir un assistant personnel avec une mémoire parfaite, mais qui ne se repose jamais. Mais d'où vient cette obsession de tout enregistrer? C'est un instinct humain très ancien. Pensez-y, les premiers humains peignaient dans les grottes pour laisser une trace de leur chasse. Ensuite, nous avons inventé l'écriture, les livres, les bibliothèques. Nous avons toujours lutté contre l'oubli. La seule différence est qu'avant, nous utilisions du charbon ou de l'encre, et maintenant, nous utilisons des pixels. La technologie n'a fait que mettre ce désir ancestral en mode turbo. Et le dernier point de cette surface est que nous tenons pour acquis que tout ce stockage est gratuit. Vous téléchargez des milliers de photos sur Google Photos, vous stockez des gigas de fichiers sur Dropbox, et vous ne payez pas un centime. C'est comme si quelqu'un vous offrait un entrepôt de la taille d'un pays pour stocker vos affaires sans rien demander en retour. Mais vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à la raison pour laquelle quelque chose d'aussi incroyablement précieux est apparemment gratuit? Donc voilà, des souvenirs numériques éternels, la dépendance à nos appareils, une pulsion historique pour tout enregistrer et l'étrange magie du stockage gratuit. C'est la pointe de l'iceberg, la version de l'histoire que nous connaissons et acceptons tous sans plus attendre. Mais si c'est ce que nous voyons à la surface, quels sont les moteurs secrets qui le meuvent en dessous? Il est temps de plonger. Prenez une grande respiration, nous descendons au niveau 2. Niveau 2, les mécanismes cachés. Vous vous souvenez de la question sur la raison pour laquelle tout est gratuit? Voici la première grande révélation. Ce n'est pas gratuit. Nous ne payons pas avec de l'argent, nous payons avec des données. Chaque photo que vous téléchargez, chaque recherche que vous effectuez, chaque j'aime que vous donnez est une information que ces entreprises analysent pour créer un profil détaillé de vous. Vous êtes le produit. C'est comme si le propriétaire de l'entrepôt ne vous facturait pas de loyer, mais en échange, il passait son temps à étudier chaque objet que vous stockez pour savoir exactement quelle publicité vous montrez. Et tout cela est régi par une règle invisible que nous acceptons tous, les conditions générales. Vous savez ce texte interminable que personne ne lit et sur lequel nous cliquons sur « Accepter ». C'est en gros un contrat par lequel nous donnons la permission à ces entreprises d'utiliser nos données. C'est la petite écriture du monde numérique. C'est comme signer un contrat pour entrer dans un parc d'attractions incroyablement amusant, sans lire la clause qui dit qu'ils peuvent vous filmer à chaque attraction et utiliser votre visage dans leur brochure. Ici, une erreur de fabrication de notre cerveau entre en jeu, un biais cognitif. Il s'appelle le biais de présent. Notre cerveau est programmé pour préférer une petite récompense, maintenant, comme la validation d'un like sur notre photo, plutôt que d'éviter un gros problème à l'avenir, comme l'utilisation de ces données contre nous. C'est la même raison pour laquelle nous mangeons cette délicieuse pizza aujourd'hui, même si nous savons que nous le regretterons demain à la salle de sport. La gratification immédiate gagne toujours. Et si nous regardons en arrière, cela a des racines profondes. Dans les tribus anciennes, le partage d'informations sur soi-même était essentiel à la survie et à la confiance du groupe. Montrer ses intentions, ses goûts, ses compétences, créer des liens. Aujourd'hui, nous faisons la même chose, mais à une échelle massive et avec une audience mondiale. Nous racontons nos secrets à une tribu de milliards de personnes et surtout à des algorithmes. Mais tout n'est pas sombre. Ce mécanisme de mémoire éternelle répond également à un besoin humain fondamental, la peur de la mort et de l'oubli. En créant cette archive numérique massive de notre vie, nous sentons que nous laissons une empreinte, un héritage. C'est une façon de dire « j'étais là ».
Nos profils de réseaux sociaux pourraient être les pyramides des pharaons du XXIe siècle, des monuments numériques à notre existence. Sachant tout cela, l'idée du nuage magique que nous avons vu au début change complètement, n'est-ce pas? Ce n'est plus un simple album photo. C'est un système économique, un contrat social que nous ne lisons pas et un tour psychologique qui exploite le fonctionnement de notre cerveau. C'est beaucoup plus complexe et beaucoup moins innocent qu'il n'y paraît. Comprendre ces engrenages cachés est incroyablement puissant. Parce que lorsque vous comprenez les règles du jeu, vous cessez d'être un simple pion et vous commencez à prendre des décisions plus conscientes sur ce que vous partagez, pourquoi vous le partagez et avec qui vous le partagez. Cela vous donne le contrôle. Mais si vous pensiez que tout était clair, préparez-vous, car c'est là que l'histoire devient un véritable chaos. Il est temps de descendre au niveau 3, celui des débats insolubles. Niveau 3, le chaos de la réalité, débat et complexité. La première grande bataille est celle du droit à l'oubli. D'un côté, principalement en Europe, on défend que les gens devraient avoir le droit de demander la suppression d'informations obsolètes ou préjudiciables les concernant sur Internet. C'est l'idée que vos erreurs passées ne devraient pas vous hanter pour toujours. D'un autre côté, surtout aux États-Unis, on défend la liberté d'expression, l'idée que supprimer des informations, même si elles sont inconfortables, est une forme de censure et de réécriture de l'histoire. Qui a raison? Il n'y a pas de réponse facile. Maintenant, laissez-moi vous confier un secret. Il y a un mythe auquel nous aimons tous croire, que lorsque vous appuyez sur « supprimer », quelque chose est vraiment effacé. Erreur! Dans la plupart des cas, supprimer quelque chose, c'est comme arracher la page de l'index d'un livre qui pointe vers un chapitre. Le chapitre est toujours là, dans le livre, juste plus difficile à trouver. Les données restent sur les serveurs, dans les sauvegardes. Pourquoi croyons-nous à ce mythe? Parce qu'il nous donne une illusion de contrôle qui nous rassure. Et voici la grande paradoxe. Nous exigeons la confidentialité, mais en même temps, nous vivons dans l'économie de l'attention, où notre valeur sociale est souvent mesurée par le nombre de personnes qui nous regardent. Nous voulons que personne ne connaisse nos secrets, mais nous publions volontairement où nous sommes, ce que nous mangeons et ce que nous pensons. C'est comme construire un mur très haut autour de votre maison, mais laisser la porte principale grande ouverte et inviter tout le monde à entrer. Et cela nous amène à une question éthique que presque personne ne se pose. Cette relation est-elle juste? Quelques entreprises technologiques géantes savent pratiquement tout sur nous, mais nous ne savons presque rien sur le fonctionnement de leurs algorithmes ou ce qu'elles font exactement avec nos données. C'est le plus grand déséquilibre de pouvoir de l'histoire de l'humanité. Est-ce vraiment correct? Ce qui est curieux, c'est comment ce débat a changé. Il y a 20 ans, la question était technique. Pouvons-nous technologiquement stocker toutes les informations du monde? Maintenant que nous savons que la réponse est oui, la question est philosophique et éthique. Devons-nous stocker toutes les informations du monde? Nous sommes passés d'une course d'ingénierie à un dilemme moral gigantesque. Tout cela nous crée un problème en tant qu'espèce. Forger une identité implique de sélectionner ce qu'il faut se rappeler et ce qu'il faut oublier de notre passé pour pouvoir avancer. Le pardon envers les autres comme envers nous-mêmes requiert une forme d'oubli. Si la société perd la capacité d'oublier, pourrions-nous devenir une civilisation incapable de pardonner, qui vit ancrée pour toujours dans les erreurs du passé? Comme vous le voyez, le niveau 3 est un fouillis. La réalité de la mémoire éternelle n'est pas une utopie ordonnée. C'est un champ de bataille de droit, plein de paradoxes, de mythes réconfortants et de questions éthiques qui nous mettent assez mal à l'aise. Il n'y a pas de réponse facile ici-bas. Très bien, vous avez survécu au chaos. Vous avez vu la surface, les mécanismes et les débats. Il est maintenant temps de voir les détails qui séparent les curieux des véritables connaisseurs. Bienvenue au niveau 4. Niveau 4. Connaissance experte, les secrets de niche. Voici une donnée que vous ne trouverez pas dans une recherche rapide. Les experts ne parlent pas seulement de stockage éternel, mais distinguent entre permanence des données et accessibilité des données. Vos données peuvent exister pour toujours sur un serveur, permanence. Mais si dans 50 ans le format de fichier est obsolète et qu'il n'y a pas de logiciel pour le lire, c'est comme avoir un trésor dans un coffre-fort dont la clé n'existe pas, inaccessibilité. Et maintenant, un concept technique, le bit rot ou dégradation des données. Imaginez que vos données numériques sont comme un tatouage. Avec le temps, même si vous ne faites rien, le tatouage s'estompe un peu, les bords deviennent flous. La même chose se produit avec les données sur les disques durs au niveau physique. De petites erreurs s'accumulent, et si elles ne sont pas rafraîchies activement, un fichier peut devenir corrompu. La mémoire numérique n'est pas une gravure dans la pierre, c'est plus comme un jardin qu'il faut constamment entretenir pour qu'il ne se remplisse pas de mauvaises herbes. Parlons d'un héros oublié, Paul Otlet. Au début du XXe siècle, bien avant qu'Internet n'existe, ce visionnaire belge a imaginé un réseau mondial de connaissances. Il a décrit un système de télescopes électriques qui permettrait aux gens de chercher dans une bibliothèque universelle depuis chez eux. Il décrivait Internet et les moteurs de recherche en 1934.
Ils rêvaient de cet avenir avant que nous n'ayons la technologie pour le construire. Il existe une théorie rebelle, fascinante, qui va à l'encontre de tout ce dont nous avons parlé, l'idée de l'oubli programmé. Au lieu d'essayer de tout sauvegarder, certains ingénieurs et philosophes proposent de concevoir des systèmes qui oublient intentionnellement. Un système d'IA qui, comme le cerveau humain, écarterait les informations triviales et non pertinentes pour ne pas se saturer. L'idée radicale est que l'oubli n'est pas un échec, mais une caractéristique essentielle de l'intelligence. Et voici un détail contre-intuitif de la science. Avoir une mémoire parfaite est un cauchemar. Il existe des personnes atteintes d'une condition réelle appelée hypermnésie qui se souviennent de chaque détail de chaque jour de leur vie. Cela ressemble à un super pouvoir, mais elles décrivent leur vie comme un tourment. Elles ne peuvent pas oublier la douleur, les humiliations, les traumatismes. Leurs esprits sont tellement encombrés de passé qu'elles peuvent à peine penser à l'avenir. Cela nous montre que l'oubli est un mécanisme de santé mentale. Et voici le moment Eureka. Vous vous souvenez de l'idée rebelle de l'oubli programmé? Maintenant, connectez-la au cauchemar des gens qui ne peuvent pas oublier. Soudain, tout s'emboîte. Nous réalisons que notre effort pour créer une mémoire numérique parfaite et éternelle pourrait être en train de construire, sans le vouloir, une prison mentale pour toute l'humanité. Et la solution pourrait être d'enseigner à nos machines l'art humain d'oublier. Ce niveau de détail change la donne. Il ne s'agit plus seulement de savoir plus. Il s'agit de comprendre que la mémoire numérique n'est pas une simple question de stockage, mais un problème écologique, biologique et de conception. C'est avoir une vision du monde beaucoup plus authentique, profonde et, sincèrement, beaucoup plus intéressante. Nous avons atteint la limite de ce qui est connu. Nous avons exploré ce qui est. Osez-vous regarder au-delà, vers la dernière frontière, vers ce qui pourrait être? Attachez votre ceinture, nous descendons au niveau 5. Niveau 5, la frontière finale, spéculation et émerveillement. Dans 100 ans, nous pourrions avoir des interfaces cerveau-ordinateur. Imaginez avoir un accès instantané et consultable non seulement à tout Internet, mais à chaque souvenir que vous avez eu. Vous ne diriez plus « je l'ai sur le bout de la langue ». Votre mémoire biologique et votre mémoire numérique ne feraient qu'un. Vous seriez un dieu de vos propres souvenirs. Cela nous amène à la question la plus profonde à laquelle personne ne peut répondre aujourd'hui. Si vos souvenirs peuvent être stockés, édités, copiés ou même supprimés d'un serveur externe, où finit votre moi et où commence la machine? Si votre identité est basée sur vos souvenirs et que ceux-ci sont malléables, qu'est-ce qu'un être humain authentique? Une telle chose existe-t-elle encore? Et maintenant, l'idée qui va vous épater. Si toute votre vie, chaque pensée et expérience est enregistrée et sauvegardée, lorsque vous mourrez, votre fantôme numérique continuera d'exister. Une réplique parfaite des données de qui vous étiez, qui pourrait interagir avec le monde. Est-ce une forme d'immortalité? Une immortalité sans conscience. Un écho parfait de vous, figé pour toujours dans l'ambre des données. Maîtriser ce sujet pourrait être la clé de notre avenir en tant qu'espèce. Imaginez une mémoire collective de l'humanité, unifiant toutes les connaissances et toutes les expériences. Nous pourrions apprendre des erreurs du passé à une échelle jamais vue. Une mémoire globale parfaite pourrait-elle être l'outil qui nous mènera finalement à la paix et à la compréhension mutuelle, ou créerait-elle l'outil de contrôle total définitif? Et voici la dernière idée, la plus provocatrice. Peut-être que tout cet effort pour enregistrer notre existence n'est pas pour nous. Peut-être sommes-nous, sans le savoir, une civilisation créant l'ensemble de données le plus complet de l'univers, le fossile de données de l'humanité. Et pour qui? Peut-être pour notre successeur évolutif, une future intelligence artificielle qui, pour comprendre ses origines, étudiera notre mémoire numérique collective de la même manière que nous étudions les fossiles de dinosaures. La descente est terminée. Nous avons voyagé de la surface jusqu'aux confins de la spéculation. Maintenant que nous avons vu toutes les pièces, il est temps de remonter, de regarder l'ensemble du tableau et de voir comment tout a changé. C'est incroyable. Nous avons commencé ce voyage en parlant de quelque chose d'aussi simple que cette photo embarrassante que Facebook garde, quelque chose de presque trivial. Et nous avons terminé aux frontières de l'existence, en nous demandant si toute notre vie n'est pas simplement la création d'un fossile de données pour une intelligence qui n'existe pas encore. Nous sommes passés de la préoccupation pour notre passé numérique à la remise en question du but de notre avenir en tant qu'espèce. C'est là la véritable dimension du monde qui se construit, bit par bit, autour de nous. Maintenant, c'est à votre tour. De tout ce voyage à travers les 5 niveaux, quelle idée vous a le plus frappé? Celle du fantôme numérique, celle de l'oubli comme une nécessité, ou celle d'être un fossile de données? Je veux savoir ce qui vous a époustouflé. Laissez-moi vos commentaires, j'ai vraiment hâte de lire vos réflexions. Merci pour votre temps, pour votre curiosité et pour m'avoir accompagné dans cette descente. Si vous avez aimé, abonnez-vous, car nous avons beaucoup plus d'abîmes fascinants à explorer ensemble. À la prochaine.